Je désire tourner à gauche. Dans cette situation, l'ordre de passage est le suivant. A, puis B, puis C, réponse A. B, puis C, puis A, réponse B. C, puis B, puis A, réponse C. Dans un premier temps, il faut regarder la règle de priorité de passage. Alors, on va regarder si on voit des panneaux ou des marquages au sol. Et là, il n'y a rien. Donc, quand il n'y a rien, ni panneau ni marquage au sol, c'est la règle de priorité à droite. Donc, moi, je suis en B. Comme je vais à gauche, par ici, je dois laisser passer ceux qui arrivent de ma droite. Donc, je dois laisser passer le véhicule C. Le véhicule C, lui, n'a pas de route sur sa droite. Donc, il n'a personne à laisser passer. Ensuite, le véhicule A a bien un véhicule sur la droite, c'est moi qui arrive en B. Donc, l'ordre de passage ici, c'est le C en premier, puisqu'il n'y a personne à sa droite. Une fois que le C est passé, moi, je n'aurai plus personne à ma droite, donc je pourrai passer, donc B. Et une fois que moi, en B, je serai passé, lui, le A, n'aura plus personne à sa droite, et il pourra enfin passer. Donc, ça fait C, B, A. C'était donc la réponse C. À cette intersection, je peux tourner à droite, réponse A, aller tout droit, réponse B, tourner à gauche, réponse C. On peut voir au niveau du feu qu'il y a un panneau obligation de tourner à gauche juste après le panneau. Donc c'est cette intersection qui est là. On a une confirmation avec un sens interdit. De ce côté-là, on voit pas encore la signalisation, mais il y aura des sens interdits aussi. Et on a un panneau qui nous dit bien obligation ici de tourner à gauche. Donc c'était réponse C. Un vent latéral violent est dangereux lors du dépassement d'un poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une caravane. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand vous avez du vent qui est latéral, eh bien, s'il vient de ce côté-là, par exemple, à partir du moment où vous allez arriver à hauteur du camion, vous n'aurez plus de vent. Et puis, dès que vous allez finir de le dépasser, vous allez retrouver du vent. Donc, évidemment, quand on dépasse un poids lourd, il faut faire attention. Si je tracte une caravane, je suis beaucoup plus sensible au vent. Donc là, c'est pareil, que je dépasse ou pas, il va falloir que je fasse plus attention, donc c'est plus dangereux. Donc réponse A et C. À cette intersection, je bénéficie de la priorité de passage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Donc on regarde la signalisation, nous on n'a rien, mais par contre ici il y a quelque chose. Alors il y a un panneau stop qui est mis, mais il est toujours mis à l'avance de manière à ce que les voitures puissent le voir arriver, parce qu'après dans l'arrondi, il sera caché par l'arrondi et par le mur. Donc le stop est toujours mis à l'avance du parquage au sol, mais là on voit bien la bande de stop. Donc je bénéficie de la priorité de passage. Vraie réponse A. Je suis la même trajectoire que la voiture rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc sur la vidéo, on vient de voir qu'il y a une deuxième voie qui est en train de se créer parce que avant il y avait des véhicules en stationnement.
Et donc, c'est une deuxième voie qui se crée à droite. Donc, on se retrouve avec deux voies. En marche normale, je prends toujours la voie de droite. Donc, en marche normale, ça veut dire si j'ai pas l'intention de tourner à gauche prochainement, si j'ai pas l'intention de dépasser, ou si la voie de droite n'est pas encombrée. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais me placer dans la voie de droite. Je ne reste pas comme la voiture rouge. Donc, c'était réponse B. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, on peut voir que ce sont des aménagements qui ont été faits pour les arrêts et stationnements. J'ai le droit de traverser une voie réservée. Donc là, c'est une bande cyclable. J'ai le droit de traverser la bande cyclable pour aller me stationner ici. Dans ce genre d'emplacement, s'il n'y a rien de particulier, s'il n'y a pas de panneau qui me dit l'inverse, j'ai le droit de m'arrêter et de stationner. Donc, c'est réponse A et C. La prochaine rue à droite est accessible. Oui, réponse A. Non, réponse B. À sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau veut dire que c'est une voie sans issue. Ça veut dire que c'est une voie normale, mais qui ne mène nulle part. Donc j'ai quand même le droit d'y aller, sauf qu'au bout d'un moment, je ne pourrai plus avancer. Et non, elle n'est pas en sens unique, parce que d'ailleurs, je ne pourrais plus ressortir si elle était en sens unique. Donc je peux y rentrer et y ressortir sans problème. Donc c'était réponse A et D. Il y a beaucoup de vent, j'en tiens compte pour ouvrir ma portière. Vraie réponse A, faux réponse B. En effet, s'il y a beaucoup de vent, il y a un risque que la portière s'ouvre brutalement, brusquement, alors que j'ai même pas forcément décidé de l'ouvrir complètement. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut bien se préparer à la retenir au cas où le vent pousse la portière. Donc, c'était réponse A. À la prochaine intersection, je vais rencontrer un céder le passage. Vraie réponse A, faux réponse B. On voit un indice ici visuel qui nous informe d'un danger avec un sens giratoire. Donc, quand c'est un sens giratoire, ça veut dire que je devrais, moi, céder le passage à ceux qui sont dans l'anneau déjà. Donc, j'aurai un céder le passage en effet. Donc, c'est réponse A. Ces balises nous informent de la présence d'un obstacle immédiat proche de la chaussée. Réponse A. De travaux à 150 mètres. Réponse B. D'un passage à niveau à 150 mètres. Réponse C. Donc ces balises-là nous informent bien d'un obstacle immédiat qui est proche de la route, donc à moins de 1 mètre du bord de la chaussée. Là, en l'occurrence, vous avez vu, c'est une surface qui est bétonnée, qui a l'air rehaussée par rapport à l'herbe. Donc, si je roule un peu trop près du bord, je risque de me taper le rebord en béton et donc d'abîmer mes pneus et de casser ma direction, et peut-être même d'avoir un accident. À ne pas confondre avec la balise de travaux qui est celle-ci, et la balise d'un passage à niveau qui est celle-ci. Donc c'était réponse A. Dans cette voie,
Je pourrais régler par carte bancaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais régler en espèces. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour savoir si on peut régler en carte bancaire ou en espèces, il faut regarder la signalisation qui est au-dessus des voies de sortie d'autoroute au niveau des péages. Et là, ça vous indique tout. Alors, T, ça veut dire télépéage. Avec la flèche verte, c'est la voie ouverte. Alors, je vais vous mettre un petit document pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, quand vous avez une voie ouverte, vous avez la flèche verte. Mais ça veut aussi dire que tous les moyens de paiement sont acceptés. Pièces, billets, chèques. La croix rouge, comme ici, là, vous voyez, la voie, elle est fermée. Là, vous avez uniquement, je vous déplace un petit peu, vous avez uniquement la flèche verte. Donc, vous savez que tous les moyens de paiement sont acceptés. Sur la voie de droite, là où nous sommes, eh bien, on sait que nous avons aussi le télépéage qui est autorisé aussi en plus. Voilà. Donc, la réponse. Dans cette voie, je pourrais régler par carte bancaire, oui. Je pourrais régler en espèces, oui. Donc, c'était réponse A et C. Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. La lunette arrière doit être munie d'au moins un essuie-glace. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les essuie-glaces sont obligatoires à l'avant, on doit en avoir au moins un. Et à l'arrière, il n'y a rien d'obligatoire. D'ailleurs, certaines voitures n'ont même pas de vitre à l'arrière. Si c'est une petite camionnette, une fourgonnette, il n'y a peut-être pas forcément de vitre non plus. Donc là, c'était réponse A et D. La principale zone de danger est la zone numéro 1, réponse A, la zone numéro 2, réponse B, la zone numéro 3, réponse C, la zone numéro 4, réponse D. Donc ici, on nous demande la principale zone de danger. Ça veut dire qu'on doit donner qu'une seule réponse. Alors, on va regarder. Déjà, ici, on a 3 voies. Moi, je suis dans la voie pour tourner à gauche, donc je suis dans une voie de stockage. Par rapport à la droite, là, il y a un cycliste, mais qui est dans sa voie à droite. Donc, c'est pas le danger le plus important, parce qu'il y a un gros écart entre lui et moi. Ensuite, comme je vais freiner pour tourner à gauche, il va falloir, avant de freiner, de savoir s'il y a danger vers l'arrière. Donc dans mon rétroviseur, on voit bien qu'il n'y a personne, donc c'est pas le danger le plus important non plus. On va maintenant se préoccuper de ce qui se passe en face. Alors, en face, j'ai un scooter qui veut tourner lui aussi à sa gauche. Moi, je vais tourner avant les pointillés et elle va tourner avant les pointillés. Donc quand je vais arriver lentement ici, et elle aussi arrivera plus lentement. J'aurai le temps de voir si elle s'arrête bien et si elle ne va pas dépasser les pointillés. Donc ça reste un danger, mais peut-être pas le plus important. Pourquoi? Parce que quand je vais tourner à gauche, il va falloir que je laisse la priorité à droite. Et là, elle risque en avançant de me cacher aussi un peu la visibilité. Donc je détecte une voiture, mais peut-être qu'il y en a encore une autre derrière. Je n'aurai pas toute la visibilité. Donc le danger principal, c'est la zone 1. Donc réponse A. À l'arrière d'une voiture, le feu de recul est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors sur certaines voitures, ça n'existe pas. Par exemple, moi j'ai une vieille voiture de 1973, elle n'a pas de feu de recul, d'accord? Alors là, parce que c'est facultatif, ça reste toujours facultatif. Bon, même si c'est un équipement qu'on trouve maintenant sur toutes les voitures neuves, parce que c'est même pas mis en option, c'est mis automatiquement. Mais il n'y a pas d'obligation, d'accord? S'il y en a un, par contre, il doit être placé comme ici sur la droite. Alors si un jour vous conduisez un véhicule, un vieux véhicule qui n'a pas de feu de recul, par contre soyez très vigilants, parce que les autres usagers de la route n'ont pas l'habitude de voir un véhicule reculer sans les feux de recul. Donc ils risquent vraiment d'être surpris de votre manœuvre, d'accord? Donc là, c'était réponse B, c'est pas obligatoire. En sortant de ma voiture, mon passager avant doit ouvrir sa portière de préférence avec la main gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir se retourner beaucoup plus facilement. Si j'utilise ma main droite, je n'arriverai pas à me retourner réellement pour voir ce qui se passe dans l'angle mort, par exemple. Si j'ouvre avec ma main gauche, je verrai beaucoup mieux parce que je vais pouvoir me retourner beaucoup plus amplement de manière à voir ce qui se passe dans l'angle mort. Donc là, c'était réponse A. La situation la plus préoccupante est la situation 1, réponse A, 2, réponse B. Donc dans les deux photos, nous avons exactement le même contexte. À l'arrière, un véhicule au loin, le tram sur le côté, un véhicule devant, enfin plusieurs véhicules devant, et un véhicule qui est en stationnement. Mais là, ils ne font pas la même chose. Ici, on voit qu'il freine, on voit ses freins allumés, et on voit les lumières blanches, ce sont les feux de recul. Ça veut dire qu'il est en train de reculer. Soit il s'est garé et il termine de stationner en reculant un petit peu, soit il recule un peu pour pouvoir ensuite quitter son stationnement. Mais on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Ensuite, ici, on voit aussi les feux stop d'allumer, mais par contre, il y a le clignotant à gauche. Donc on sait forcément qu'il y a quelqu'un dedans aussi, mais qui a l'intention de quitter son stationnement. Lui ne va pas quitter tout de suite son stationnement puisqu'il est en train de reculer. Donc la situation la plus préoccupante, c'est bien celui-ci, parce qu'il a mis un clignotant à gauche, et on espère qu'il va nous laisser passer, parce que nous sommes prioritaires, et qu'il va s'engager après nous. Mais ça, on n'en est pas sûr, donc il faut mieux avoir le pied au-dessus du frein pour pouvoir, au cas où, s'arrêter. La situation la plus préoccupante est la situation numéro 2, réponse B. La pression des pneus se vérifie à froid uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fois tous les 3 mois. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il est préférable en effet de gonfler les pneus à froid. Mais c'est pas une obligation. Si vous avez fait un trajet et puis que vous avez un doute sur votre pression des pneus en cours de trajet, ou si votre station pour faire la pression des pneus est assez loin de là où vous êtes, le pneu va chauffer entre-temps. Et dans ces cas-là, il faut l'augmenter, la pression faut l'augmenter par rapport à ce qui est préconisé. Il faut l'augmenter à peu près de 0,2 à 0,3 bar. Et la pression, elle se fait pas uniquement une fois tous les 3 mois, mais elle se fait une fois par mois, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que ça va évoluer, s'il fait chaud ou froid, la pression, elle risque de diminuer aussi. Et puis à chaque fois que vous allez vous prendre un trou ou une bosse ou taper un ralentisseur un petit peu fort, il y aura toujours une petite perte d'air du pneu. Donc c'est pour ça qu'on perd régulièrement un petit peu de pression. C'est pas vraiment totalement imperméable un pneu. Donc là, la réponse c'était
B et D. Normalement, je devrais rencontrer un stop, réponse A, un céder le passage, réponse B, une voie d'accélération, réponse C, une voie de décélération, réponse D. Donc là, les panneaux nous indiquent que nous allons prendre la direction de l'autoroute. Nous avons une confirmation, on voit bien la rambarde ici. Donc on va avoir ici une voie d'insertion. Donc qu'est-ce que c'est une voie d'insertion? C'est une voie où vous allez devoir accélérer pour essayer d'avoir la même allure que les autres pour pouvoir vous insérer. Et vous devrez en règle générale céder le passage. Priorité à ceux qui sont déjà sur l'autoroute. Donc là, c'était réponse B et C. Le premier acte sur les lieux d'un accident est d'alerter les secours, réponse A, de protéger les lieux, réponse B, de secourir les blessés, réponse C. Donc la première chose à faire quand on arrive sur les lieux, c'est de protéger. Donc on sécurise les lieux pour éviter qu'il y ait un nouvel accident, donc un suraccident. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allume les feux de détresse, on met le gilet de sécurité, on met le triangle de présignalisation, vous vous rappelez, à 30 mètres au moins de l'accident. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais évaluer l'état général des victimes pour pouvoir alerter. Donc une fois que j'ai protégé, que j'ai observé l'état des victimes pour appeler, pour alerter, je vais ensuite pouvoir secourir. Et ça doit se faire vraiment dans cet ordre-là. Donc le PAS, c'est un moyen mémotechnique de retenir. PAS, P-A-S, protéger, alerter, secourir. Donc la première chose à faire, c'est de protéger les lieux. Réponse B. Cette signalisation impose de mettre les chaînes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'être équipé de pneus neige sur les 2 roues motrices. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau-là, vous allez le rencontrer, vous l'aurez pour la période hivernale. La période hivernale, ça sera du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Et puis ça va se situer dans les départements qui sont situés dans les massifs montagneux. Ça peut concerner plusieurs villages, enfin il y a toute une zone dans chaque département. Dans ces départements-là, il y aura toute une zone où on va rencontrer ce panneau-là. Alors si vous voulez plus d'informations, il suffit que vous alliez sur le site de la sécurité routière et puis là, ils vont vous mettre toutes les zones obligatoires, les zones où vous allez rencontrer ce panneau-là. Ça vous permet d'anticiper un petit peu et de vous équiper en conséquence. Dans les lieux où il y aura ce panneau-là, les usagers de la route auront le choix entre détenir des chaînes à neige dans leur coffre. C'est pour ça que c'est mis dans une petite valise. Vous devez posséder des chaînes à neige que vous devez mettre au moins sur les 2 roues motrices ou être équipé de pneus hiver. Donc pendant cette période hivernale, vous devez avoir 4 pneus hiver au moins sur votre véhicule. Ça c'est la réglementation. Alors je vais vous mettre ici ce que c'est qu'un pneu hiver. Donc vous avez vu, il y a des petits symboles. Il y a le symbole M+S ou alors MS et MES, mais vous avez aussi ce petit symbole alpin là aussi, avec le petit flocon de dessiner. Est-ce que cette signalisation impose de mettre les chaînes à neige? Non, ça n'impose pas de les mettre, parce que pendant toute la période hivernale, il n'y aura pas tous les jours de la neige sur ces routes-là. Donc vous devez pouvoir avoir des chaînes à neige à mettre,
sur vos roues motrices, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ensuite, est-ce que ça impose d'être équipé de pneus neige sur les 2 roues motrices? Non, ça impose pas d'être équipé sur les 2 roues motrices. Ça impose donc les pneus hiver, les symboles que je vous ai donnés tout à l'heure, sur les 4 roues de votre véhicule. Donc là, c'était réponse B et D. Circuler avec une voiture électrique réduit la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit le bruit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors c'est vrai qu'une voiture électrique, ça permet de réduire la pollution. Et en plus de ça, le bruit est moins important. Un moteur électrique fait beaucoup moins de bruit qu'un moteur thermique. Donc c'était réponse A et C. Je pourrais tourner à droite si je conduis une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je conduis une camionnette. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est interdit de tourner à droite pour tous ceux qui sont sur ce panonceau-là. Donc c'est interdit pour ceux qui transportent des marchandises, mais qui sont plus de 5 tonnes 5. Moi, je conduis une camionnette, je vous rappelle, c'est dans le cadre du permis B, c'est en dessous des 3 tonnes 5. Donc je ne suis pas concernée par ce panneau-là, puisque c'est pour les plus de 5 tonnes 5. Donc réponse A et C. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like à ma vidéo, ça va aider au référencement aussi, ça récompense mon travail, et puis si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Alors on se dit à bientôt et restez motivés. L'ABS est un dispositif de sécurité. Passive, réponse A. Active, réponse B. L'ABS, c'est un système qui vous empêche de bloquer les roues si vous freinez trop fort. L'ABS va donc permettre de limiter le risque d'accident. Ensuite, la sécurité passive, ça intervient après l'accident, une fois que l'accident est passé. Je vous donne un petit moyen mémotechnique pour retenir. Passive, accident passé. C'est-à-dire que par exemple, vous avez votre voiture qui heurte autre chose, elle s'arrête net, votre ceinture de sécurité, ça sera un élément de sécurité passif parce que après l'accident, vous risquerez d'être projeté. Ensuite, vous avez la sécurité active qui, elle, va agir pour limiter le risque d'accident ou même des fois éviter l'accident. Donc l'ABS, c'est bien un dispositif de sécurité active parce qu'elle empêche le blocage des roues. Donc réponse B. La signalisation m'annonce un feu tricolore, réponse A, un ralentisseur, réponse B, un endroit fréquenté par les enfants, réponse C, une école, réponse D. Bon, alors tout d'abord, on voit bien que ici, on nous annonce un feu tricolore. Donc là, déjà, il y a la première réponse qui est la réponse A. Ensuite, est-ce qu'on nous annonce un ralentisseur, un endroit fréquenté par les enfants, une école? Donc on va revenir en arrière pour voir la suite.
Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un premier panneau, ici, là, qui nous annonce que c'est un endroit fréquenté par les enfants parce qu'il y a, en panonceau, ça nous le note, une école. Est-ce qu'il y avait un panneau de ralentisseur? Non. Donc c'était A, C et D. Cette conductrice est correctement installée au poste de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on regarde bien, il y a une chose qui est flagrante. C'est la ceinture de sécurité. Vous avez vu là, elle est vrillée ici et ici. Donc, elle est mal installée. La ceinture, elle doit être le plus plat possible sur vous. Pourquoi? Parce que si vous avez un accident, vous allez être plaqué contre la ceinture. Et la ceinture, elle va épouser un petit peu la forme de votre corps. Plus elle est large, moins elle provoquera de douleur au niveau de votre corps. Ici, comme elle est vrillée, eh bien, c'est comme si c'était un peu une cordelette qui vous arrêtait et vous risquez d'avoir des séquelles, des lésions supplémentaires. Donc là, comme elle est vrillée, elle est mal installée. Donc c'était réponse B. Cette jauge permet de contrôler le niveau du lave-glace, réponse A, du liquide de refroidissement, réponse B, d'huile moteur, réponse C. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une petite tirette avec une grande tige métallique à l'intérieur du tuyau qui va aller prendre le niveau de l'huile moteur. En fait, ça fait comme ça. Vous avez donc l'anneau là que vous allez tirer ici. Vous avez l'anneau avec la tige métallique et vous avez deux petits crans qui sont comme ça. Voilà. Ensuite, ici, là, ça c'est le niveau maximum et ça c'est le niveau minimum. Donc l'idéal, c'est que vous ayez votre niveau d'huile qui soit dans cette zone-là, obligatoirement. L'idéal, c'est d'être proche du maximum. Comme ça vous laisse le temps de voir si vous avez une perte d'huile, par exemple, ou si vous n'en avez pas assez. Parce que si vous êtes en dessous du minimum, vous allez endommager votre moteur. Donc là, c'est la petite tirette que vous avez. Alors, il faut l'utiliser. Le moteur, il ne doit pas tourner pendant ce temps-là. Et il faut que le moteur soit froid, de manière à ce que l'huile retombe dans le bas du moteur, pour pouvoir faire un vrai niveau. Donc si vous venez d'utiliser votre voiture, attendez un peu avant de pouvoir utiliser votre jauge pour pouvoir faire un bon niveau, un vrai niveau. Et ensuite, il y aura un autre bouchon un peu plus loin pour pouvoir remplir votre niveau d'huile s'il n'y en a pas assez. Donc cette jauge permet de contrôler le niveau de l'huile moteur. Réponse C. Le stationnement sur ces deux emplacements sont gratuits, réponse A, payants, réponse B, à durée limitée, réponse C. Alors, vous avez vu, le marquage au sol est de couleur bleue. Quand c'est de couleur bleue, c'est qu'on est dans un stationnement où c'est gratuit, mais que c'est aussi quand même à durée limitée. C'est-à-dire que vous devez mettre un disque de stationnement, vous y mettrez votre heure d'arrivée et vous aurez de l'autre côté votre heure de départ. En règle générale, c'est limité à 1h30. Dans les agglomérations, c'est souvent ça. Donc là, est-ce que c'est gratuit? Oui, réponse A. Est-ce que c'est à durée limitée? Oui, réponse C. A et C. En période probatoire, la perte de 3 points suite à une infraction oblige à suivre un stage de sensibilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il permet le remboursement de l'amende forfaitaire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
quand on est en période probatoire, est-ce que ça nous oblige à suivre un stage quand on a perdu 3 points? Eh bien oui, quand on a perdu 3 points ou plus que 3 points, on doit obligatoirement faire un stage de sensibilisation et ça nous permet par la même occasion de rembourser l'amende forfaitaire. Donc c'est réponse A et C. À la fin de la première année d'obtention de son permis, sans infraction, un conducteur ayant suivi la formation AAC dispose d'un capital de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Alors ici, on nous dit que c'est une conduite accompagnée, donc AAC, et que au bout d'un an, il n'y a pas eu d'infraction du tout, donc c'était sans infraction. Ça, c'est important à voir. Donc si c'est sans infraction, il va pouvoir à la fin de l'année récupérer 3 points. Donc ça va être 3 points tous les ans parce qu'une conduite accompagnée, ça se fait en 2 ans. Donc il va d'abord passer de 6 points à 9 points au bout d'un an. Et s'il n'a de nouveau pas d'infraction, il passera de 9 points à 12 points à la deuxième année. Donc c'était réponse C. Pour aller à droite, j'allume le clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour aller à droite, est-ce que j'allume le clignotant droit? Donc là, on a en effet une confirmation comme quoi il est interdit de tourner à gauche, donc je vais bien à droite. Je dois toujours mettre mon clignotant droit pour avertir ceux qui sont derrière moi, qui sachent que je vais bien à droite quand même, parce que peut-être que je cache ce panneau-là, peut-être que ceux de derrière n'ont pas la visibilité sur l'interdiction de tourner à gauche. C'est aussi important pour prévenir les véhicules qui sont sur la route ou qui voudraient s'engager aussi sur la route. Donc dans tous les cas, à partir du moment où je change de direction ou que je m'écarte aussi de mon axe principal, je dois toujours prévenir avec un clignotant. Donc c'était réponse A. Il est préférable d'attacher son chien avec une ceinture de sécurité spécifiquement adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si c'est trop mignon de voir un chien attaché comme ça reste dangereux parce que un chien, on ne connaît pas ses actions, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il va peut-être d'un seul coup passer sur vos genoux et vous gêner dans la conduite. Et puis si en cas de gros freinage aussi, le chien peut être éjecté aussi de la voiture. Donc pour sa sécurité et pour la nôtre, parce qu'en étant éjecté, il peut nous percuter par exemple la tête. Pour sa sécurité et la nôtre, il existe, vous voyez, des systèmes de ceinture avec des harnais, de manière à ce que le chien ne nous mette pas en danger et ne soit pas en danger non plus. Donc là, c'était la réponse A. En empruntant cette rue, je risque une contravention de 2e classe. Réponse A. Une contravention de 4e classe. Réponse B. Un retrait de 4 points sur mon permis de conduire. Réponse C. Une suspension de mon permis de conduire. Réponse D. Donc là, si on continue dans cette rue, on ne respectera pas donc la signalisation qui nous dit que c'est un sens interdit. Donc le fait de circuler en sens interdit, c'est puni par la loi, ça sera une contravention de 4e classe, avec un retrait de 4 points aussi, donc là c'est la B, c'est la C, et on peut aussi éventuellement avoir une suspension, donc ça peut aussi être la D, donc là ça sera B, C et D.
J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. À un test de dépistage d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. À un test de dépistage de stupéfiants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand je suis jeune conducteur, je suis en infraction dès que mon taux d'alcoolémie dépasse 0,2 g par litre de sang. Et je perds 6 points sur mon permis de conduire. Et c'est la même chose avec les stupéfiants. C'est pareil, je perds aussi 6 points. Alors sachant que la première année, je ne possède que 6 points, et ben du coup je me retrouve à 0 points. Donc mon permis est annulé. Donc c'était réponse A et C. L'appui-tête est un organe de sécurité passive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quelle est la différence entre la sécurité active et la sécurité passive? La sécurité active, c'est tout ce qui va nous aider à éviter l'accident, donc qui va agir avant l'accident. La sécurité passive, c'est tout ce qui va essayer de limiter les conséquences de l'accident, donc après l'accident. Donc là, l'appui-tête, si on réfléchit bien, c'est après le choc, pour éviter le coup du lapin, ça va nous retenir la tête pour éviter qu'elle parte en arrière. Donc c'est pour limiter les conséquences de l'accident. Donc là, c'est bien une sécurité passive. Donc là, c'était réponse A. Il est important de déneiger le toit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la neige qui est au-dessus là, si vous l'enlevez pas, quand vous allez rouler, l'habitacle va se réchauffer et donc la surface de la neige qui est en contact avec l'habitacle risque de fondre. Ce qui fait que soit ça peut glisser un peu vers l'avant et donc vous recouvrir complètement le pare-brise avant, et là c'est très dangereux, vous ne verrez rien, soit ça va fondre et ça va être avec la vitesse propulsé vers l'arrière, et c'est le véhicule qui conduit derrière qui va tout se prendre. Ça peut même casser un pare-brise. Donc il est important de déneiger le toit. Oui, réponse A. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On est dans un carrefour à sens giratoire. On voit que ce tracteur-là, il a mis son clignotant à droite. Donc on peut supposer qu'il va vouloir sortir. Si moi je passe à sa droite, ça va être l'accident. D'accord? On ne dépasse pas par la droite de toute manière. Sauf s'il avait à tourner à gauche, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais là non, il a mis son clignotant à droite, c'est peut-être pour sortir ici. Donc je ne dépasse pas par la droite. Réponse B. Ma vision risque d'être perturbée. À l'entrée du tunnel, oui, réponse A, non, réponse B. À la sortie du tunnel, oui, réponse C, non, réponse D. Dès qu'il y a une modification de luminosité brutale, l'œil est vite perturbé. Et on voit beaucoup moins bien. Alors la modification de visibilité, ça peut se faire soit
quand on est dans un endroit très lumineux et on passe à un endroit très sombre, mais aussi l'inverse, quand on est dans un endroit très sombre, à la sortie du tunnel où on va arriver sur un endroit lumineux. Donc le risque, il est vraiment présent aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du tunnel. Donc c'était réponse A et C. Dans tous les cas, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a des subtilités dans la question qui fait que vous pourriez faire des erreurs. On vous dit bien dans tous les cas, donc ça veut dire que dans toutes les situations, est-ce que je dois pouvoir présenter l'attestation d'assurance? Oui. Dans toutes les situations, oui. Est-ce que je dois pouvoir présenter la vignette du contrôle technique? Donc dans tous les cas, est-ce que je dois aussi, donc on précise bien aussi que c'est une obligation? Eh bien non, puisque si j'ai un véhicule neuf, donc qui a moins de 4 ans, je ne passe pas de contrôle technique. Donc je n'ai pas à présenter cette vignette de contrôle technique. Donc c'est réponse A et D. 40% des accidents mortels chez l'enfant passager surviennent lors des trajets inférieurs à 3 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. 40% des accidents mortels, ça survient souvent dans les 3 premiers kilomètres. Et souvent parce que il y a aussi les parents qui n'attachent pas dans les 3 premiers kilomètres. Il faut toujours attacher votre enfant dans son siège, même si vous faites des petits trajets. Donc là, c'était réponse A. En cas de freinage d'urgence, l'ABS agira sur la voiture, réponse A, sur la remorque, réponse B, sur la voiture et la remorque, réponse C. Alors vous savez, l'ABS, c'est pour éviter le blocage des roues. Donc il y a tout un tas de capteurs sur votre voiture qui détectent au moment où la roue se bloque, qui va desserrer un petit peu votre freinage, le freinage à votre place, pour pouvoir éviter de bloquer les roues et donc de déraper. Et ça ne se fait que sur la voiture. Il n'y a pas d'équipement, de calculateur qui est fait pour voiture et remorque pour l'instant. Donc là, c'était réponse A.